bonsoir. Merci de nous rejoindre à ce premier numéro du débat de reporter. Le débat de reporter, ce concept qui invite sur le plateau de Nouvelle Actu les reporters des différentes rédactions du Sénégal pour donner leur avis sur la situation du pays, économique, sociale et voilà, politique. Pour ce premier numéro, le débat de reporter reçoit aujourd'hui Mamadou Lamine-Ka, journaliste à la 2STV, mais aussi à ma droite, Alice Diba. Alice, bonsoir. Bonsoir Khalifa, bonsoir également à Lamine. Bonsoir chers internautes et les saluts à tout le monde. Voilà, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir à toi aussi, Lamine. Bonsoir Khalifa, bonsoir à ma consoeur Alice Diba. Je dis bonsoir également à tous les internautes d'ici et d'ailleurs. Voilà, le débat de reporters, c'est ce nouveau concept qui amène sur le plateau ces reporters qui sont sur le terrain, qui sont en contact direct avec les populations pour prendre leur avis sur la situation du pays. Alors, la première question que j'ai envie de poser s'adresse à toi, Lamine. Déjà, qui est reporter au niveau des différentes rédactions du Sénégal? Le reporter, on peut le définir en utilisant un peu le langage militaire. Ce sont les agents qui sont en première ligne, c'est-à-dire que sans reporter, il ne peut pas y avoir de journal. Parce que c'est le reporter qui va à la pêche de l'information, qui revient et qui traite cette information-là afin d'alimenter le journal. Donc c'est, comment dirais-je encore, la cheville ouvrière de la rédaction. Oui. Et je pense qu'Alice a la même définition que toi. Oui, j'ai la même définition. Parce qu'aujourd'hui, quand le reporter ne se rend pas en place, aujourd'hui, quand le reporter ne va pas à la recherche de l'information, il n'y aura pas de journal. Donc moi, je me dis qu'on doit tirer un chapeau bas vraiment à ces reporters qui font tout aujourd'hui, qui abattent un travail colossal aujourd'hui au niveau sur le terrain, que ce soit du côté social, que ce soit sur tous les thèmes. Et pour aujourd'hui qu'on puisse avoir un journal de qualité, il faut que les reporters s'y mettent, soient sur le terrain, qui sont sur le terrain et qui abattent un travail. Aujourd'hui, c'est très facile d'être entre quatre murs aujourd'hui et de faire le journal et tout ça. Mais c'est le reporter aujourd'hui qui est en contact direct avec l'information et qui produit l'information. Donc, je ne fais que rejoindre mon confrère. Je voudrais aussi ajouter quelque chose par rapport à ce que nous avons dit. On nous apprend tous dans les écoles de journalisme, même ceux qui sont formés sur le tas, que une information, elle doit être d'abord collectée. Il y a un processus. Justement, il y a un processus. Et tout ce processus-là passe d'abord, en tout cas les premières, comment dirais-je encore, le début de l'information, c'est le travail du reporter. C'est lui qui va d'abord à la recherche de l'information et qui traite cette information-là. Maintenant, la diffusion ne dépend pas de lui. Lui, son rôle se limite à aller chercher cette information-là, la traiter, c'est-à-dire ce traitement est relatif au recoupement, c'est-à-dire la vérification de la véracité de l'information. Justement, maintenant, d'ailleurs, c'est quoi ce processus? Le reporter, souvent, on lui donne un sujet. Maintenant, il a un processus à suivre pour passer de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Quel est ce processus-là que suit le reporter dans une rédaction? Ça, c'est pour éviter de donner de fausses informations. Parce que nous vivons dans un monde où, en tout cas, l'information nous vient de partout. Il y a l'Internet, il y a les médias sociaux, il y a les médias traditionnels également. Et donc, si on n'y prend pas garde, on risque de vivre dans un monde où il y a plein comment dirais-je encore, de la désinformation. Et ce qui différencie d'ailleurs une information donnée dans les réseaux sociaux par les non-professionnels et les professionnels, c'est-à-dire le reporter, c'est que le reporter, lui, il procède à la vérification de l'information. Par exemple, moi dans mon compte Facebook ou dans mon compte Twitter, je peux par exemple partager une information diffusée par ma consoeur Alice Diba ou bien par Khalifa sans pour autant procéder à la vérification. Or, le reporter n'a pas ce droit-là. Le reporter, avant de procéder, donner une information, suit un processus. D'abord, il collecte cette information-là, vérifie si cette information elle est bien fondée avant de procéder à sa diffusion. Et Alice, est-ce qu'aujourd'hui nos reporters suivent ce processus-là pour vérifier les informations? Bon, des fois, non. Des fois, on se base sur une information reçue sur les réseaux sociaux ou bien de bouche à oreille et qu'on s'empresse
de diffuser. La recherche de buzz, voilà, l'exclusivité fait que des fois on oublie aujourd'hui ce travail qu'on doit faire en amont. Aujourd'hui, la collecte de l'information, la vérification de l'information, surtout, c'est une chose très importante. Et pour ne pas revenir, voilà, pour ne pas revenir et dire que nous sommes désolés, l'information que nous avions donnée est erronée et tout ça. Donc aujourd'hui, le travail qu'on doit faire, la rigueur surtout, il faut de la rigueur dans le traitement de l'information. Aujourd'hui, pour ne pas donner de fausses informations et pour bien informer le public et qu'on soit respecté aussi. Parce que la qualité de l'information qu'on donne, notre crédibilité y dépend. Effectivement. Voilà. Est-ce que vu ce niveau de responsabilité-là qui repose sur l'épaule des reporters, est-ce qu'ils sont bien traités au niveau des différentes rédactions? Là, ça devient la question. C'est la question vraiment. Voilà, l'éternelle question qui revient de jour en jour, chaque jour. Les reporters. C'est pas d'ordre social sur le paiement et autres, mais sur la formation, sur l'accompagnement qu'il faut. Est-ce que les rédacteurs en chef prennent la peine d'assister vraiment les rédacteurs? Ils n'ont pas ce temps. Moi, je me dis qu'ils n'ont pas ce temps. Aujourd'hui, tu es stagiaire dans une rédaction. Si tu ne fais pas d'efforts, tu ne te formes pas. Sûr. Il faut faire des efforts. Aujourd'hui, tu peux collecter l'information et tout écrire et tout. Mais il y a un travail que tu dois faire toi en tant que reporter. Mais aujourd'hui, un œil des rédacteurs en chef, des plus anciens, aujourd'hui, voilà, c'est impératif pour que le reporter puisse se former. Bien vrai qu'on nous dit que c'est à toi de te former et tout, le reporter doit se former tout seul, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a besoin d'être encadré. Aujourd'hui, pour que le reporter puisse faire bien son travail, il a besoin d'être encadré. Dans les rédactions, c'est un manque. Vraiment, c'est un manque qu'on doit faire. Aujourd'hui, par exemple, on se forme on fait nos études au niveau du bas âge, au bas âge et jusqu'en licence. Aujourd'hui, c'est vrai, bon, le niveau de français pose problème. Donc, moi, je me dis que les anciens ont reçu une formation que nous, aujourd'hui, reporter peut-être qu'on n'a pas reçu. Donc le problème de langue se pose déjà. Donc pourquoi pas aujourd'hui avoir des professeurs de français ou bien vraiment des personnes qui peuvent corriger normalement. L'initiative là, les sessions de mise à niveau qu'il y avait dans la malheureusement, je pense que ça a disparu dans pas mal de rédactions. Mais ça, c'est une nécessité qu'il y ait souvent des séminaires ou bien des formations pour élever le niveau de nos reporters. D'abord, je voudrais revenir un peu par rapport à la question relative au traitement même des reporters au niveau des médias, au niveau des rédactions. C'est le nœud du problème. C'est-à-dire qu'à l'entame de l'émission, je l'ai dit, le reporter, c'est la cheville ouvrière de la rédaction. Sans reporter, il n'y a pas de rédaction. Parce que c'est, bon, à moins qu'on verse dans la facilité, comme on a l'habitude de le voir de plus en plus, c'est-à-dire que le copier-coller, c'est-à-dire le copier-coller qui se développe de plus en plus, justement, qui n'est rien d'autre que du plagiat. C'est ce qui se passe un peu partout dans les médias, surtout dans les pages internationales. Justement, dans les pages internationales. C'est parce qu'il y a ce refus comment dire encore, d'accompagner les reporters. Parce qu'on a parlé de deux problèmes. D'abord, il y a le traitement, il y a également la formation, c'est-à-dire l'accompagnement. Ce qui n'existe plus d'ailleurs, dans les rédactions. Justement, comme l'a dit ma consoeur Alice, c'est-à-dire qu'on n'encadre plus personne. Pas le temps, non, je ne dirais pas que c'est un manque de temps, mais c'est de la, comment dire encore, c'est de la négligence. Et cette négligence-là, elle engendre énormément d'erreurs. Souvent, quand vous regardez que ce soit le journal télévisé, que vous écoutez le journal à la radio, mais vous vous dites, est-ce qu'il y a des anciens dans cette rédaction-là? Parce que les éléments ne sont pas parfois justement, il y a des fautes de français. Justement, voilà. C'est-à-dire il y a une absence totale de générosité à partager ces connaissances-là, parce que avant, dans les rédactions, il y a des gens qui se sont formés uniquement dans les rédactions, qui n'ont même pas été dans, justement, qui n'ont jamais été dans une école de journalisme et qui sont très bien. Et c'est parce qu'ils ont eu la chance d'être encadrés par des anciens qui ont eu la générosité de partager leurs connaissances, ce qui n'existe plus dans Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle beaucoup de journalistes n'aiment pas être reporters? Dès l'instant qu'on sort une fois à la télé, on se plaît. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un autre, ça s'explique. Ce que tu viens de dire s'explique par le fait
que les gens confondent entre célébrité et être journaliste, c'est-à-dire être star. Il n'existe plus maintenant. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le désir de tout journaliste. Justement. D'apparaître sur le petit écran. Sur le petit écran, parce qu'une fois que vous sortez à la télévision, vous bombez le torse. Pour vous, vous êtes... Justement. Et d'ailleurs, ça pose problème. Je me rappelle très bien, pendant notre formation, nos professeurs de télévision nous le disaient tout le temps. Ils nous disaient que, vous voyez ces présentateurs de journal de 20h ou de 23h en tout cas, ils sont endettés jusqu'au cou. Et parce que ils veulent, parce que du lundi, du lundi sortir, présenter un journal de 20h du lundi au vendredi, mais ça nécessite énormément de moyens. Parce que, par exemple, sur la mise, par exemple, oui, la tenue que j'ai mis, par exemple, le lundi, ça ne doit pas être la même tenue que je dois mettre le mardi, le mercredi, etc. Et donc ça, et malheureusement, là, ce sont les télévisions qui devraient accompagner. Mais justement, c'est-à-dire que il y a des gens, c'est des choix, des gens qui ont choisi d'être reporters. Et c'est une passion pour eux. D'autres qui ont choisi de paraître devant le petit écran, devant la petite lucarne. Et c'est ton choix. C'est ton choix. Moi, je suis plus fier quand on m'appelle reporter, quand on m'appelle présentateur. Parce que le reporter, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui d'abord a le courage, parce que pour être... Il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Oui, justement. Il faut être courageux, il faut être humble. Il faut aussi avoir un certain bagage intellectuel. Parce que pour pouvoir aborder certaines personnes, il faut avoir le background qu'il faut, justement. D'ailleurs, ça se reflète souvent dans les éléments que nous voyons à la télévision, des éléments vides, qui n'ont pas de contenu. Oui, l'information n'y est pas. Hein, et c'est très souvent, on va sur le terrain, on revient les mains vides. C'est-à-dire on revient avec des éléments, mais on est revenu avec les mains vides. Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de contenu. Dans le reportage. Justement. Et ça, c'est dû au fait qu'on n'accompagne plus les reporters, on ne les traite pas bien du point de vue financier, bien sûr, on ne les traite pas bien du point de vue social, c'est de la débrouillardise, hein, et ça engendre un autre phénomène. Ça engendre un autre phénomène, c'est-à-dire la corruption. Cette corruption dont on parle tout le temps dans la presse, parce que il y a ce besoin de subsistance. Une personne... Un journaliste qui n'a pas le transport pour venir... Mais justement, on ne peut pas lui empêcher d'empocher 5 000 francs ou 10 000 francs. Je ne justifie pas cette corruption-là. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Mais c'est quand même l'un des facteurs qui explique aujourd'hui, justement, qui explique cela, que les reporters qui vont sur le terrain, ils sont obligés de prendre cet argent-là. C'est sur ce mot-là que je vais répondre. Sur le terrain, Lamine l'a dit plusieurs fois, le journaliste est toujours sur le reporter, du moins, c'est toujours sur le terrain, donc en contact direct avec l'information. On a vu cette semaine, les semaines d'avant, ces nombreuses déclarations de candidature, notamment de Hadjibou Soumaré, du juge Dème, de Bougane Gueye Dany. Alice, le reporter qui est sur le terrain, est-ce qu'il a le même niveau d'information que les autres? C'est-à-dire que, si j'ai très bien compris la question, si vous permettez, c'est-à-dire que vous voulez dire que le reporter est mieux habilité à dire ce qui s'est passé pendant l'événement. Donc, effectivement, parce que raconter un événement auquel on n'a pas assisté, quand même, c'est un peu audacieux. Parce que ceux qui le font, c'est-à-dire ceux qui animent ces débats-là, la question, c'est pour justifier. Oui, que ce soit les animateurs de ces débats, que ce soit les experts qu'on invite, mais ils puisent leur information, le contenu des reportages, justement. Donc, du coup, le reporter... Mais non, tout dépend de la facilité à expliquer ce qui se passe, parce que est-ce que aussi le reporter a les bagages qu'il faut pour expliquer ce qui s'est passé? Peut-être que l'ancien ou le doyen ou le grand journaliste, entre guillemets, il a beaucoup plus de crédibilité. Justement, il a... Alice, est-ce que c'est la même impression que tu as sur ce sujet? Moi, je me dis qu'aujourd'hui, le reporter qui se rend aujourd'hui à un meeting, comme l'a dit mon confrère, il est plus habilité aujourd'hui à dire ce qui s'est passé au niveau... À analyser les Voilà, à analyser, même si aujourd'hui nous reporters, on n'analyse pas, on ne fait que des comptes rendus, on rencontre tout simplement. Aujourd'hui, l'analyse qu'on devrait aujourd'hui avoir concernant
tout autre sujet, que ce soit social, sociétal, que ce soit politique et tout, l'analyse aujourd'hui qu'on doit avoir concernant ces sujets. D'ailleurs, il n'y a que les mêmes personnes qu'on invite à la télévision qui font le tour de toutes les rédactions qui sont des analystes politiques, on va dire. Et ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qu'on invite à cette télé, à cette radio, tout ça, parce qu'aujourd'hui le reporter, moi je ne dirais pas qu'on n'a pas le bagage intellectuel qu'il faut, mais aujourd'hui ceux qui invitent n'ont pas foi en ces reporters. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez inviter mon confrère Lamy, il va te faire une analyse de la situation politique au Sénégal, une analyse sociétale aujourd'hui de notre société, bon je me répète, excusez-moi, une analyse aujourd'hui de la société, comment vit la société aujourd'hui, mais pourquoi on n'a pas cette foi envers les reporters? Donc c'est ça le problème, c'est là où se trouve le problème. La balle n'est pas dans le cas des reporters, par exemple le débat de reporters sur Nouvelle Actu, qui donne l'occasion à pratiquement tous les reporters de venir sur le plateau et de donner leur avis, d'analyser ces situations politiques. Lamine, est-ce qu'aujourd'hui ces nombreuses déclarations de politique, de candidature, est-ce que le parrainage fera effet à la fin? Parce qu'on en est à 7 pratiquement de déclarations de candidature en perspective des élections présidentielles de 2019. Quel est l'avis de Mamadou Lamine Ka sur ce sujet? Oui, permets-moi d'abord de te féliciter. C'est une occasion. Je vais rebondir sur ça pour te féliciter par rapport à ce changement. Parce que c'est vraiment une initiative audacieuse que d'inviter des reporters sur ton plateau afin qu'ils puissent analyser, commenter l'actualité. Ils en sont capables. C'est sûr. Ils en sont capables. Déjà, parce que quand j'écoute ma consoeur Alice, je me dis que mais il y a de la matière au niveau des reporters. Maintenant, par rapport à l'actualité politique, par rapport aux candidatures, bon, ça se manifeste un peu partout. Les candidatures se manifestent. Jusdem, Bougane Gueye Dany, Aïda Mbodj avant-hier, et d'autres avant eux qui se sont manifestés. Il y a l'ancien directeur de la douane, Boubacar Camara, qui également s'était manifesté, etc., etc. Il y a également l'autre, l'ancien du PDS, Samuel Sarr, également, qui a manifesté son vœu de briguer le suffrage des Sénégalais. Donc, de la candidature du président Macky Sall. Justement. Donc, en tout cas, si on se base un peu sur la philosophie ou le motif même de ce parrainage, c'est pour limiter les candidatures. Or, on assiste aujourd'hui à une prolifération. C'est comme si le parrainage incitait d'autres à vouloir briguer le Justement. Mais ils en ont le droit. Ouais. Chaque Sénégalais a le droit de dire que je veux diriger ce pays-là. Ce n'est pas une prétention, c'est un droit à tout Sénégalais, en tout cas qui jouit de tous les droits civiques, tout ce qui va avec, de vouloir briguer les suffrages des Sénégalais. Mais non, le parrainage limite les candidatures. 65 000. Est-ce que toutes ces personnes qui sont manifestées pour être candidats peuvent le faire? Est-ce qu'ils pourront être candidats? Ça, on le saura. On le saura. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que personne n'a le droit de dire à personne que tu n'as pas le droit d'être. Mais c'est aux Sénégalais d'en juger. C'est-à-dire c'est aux Sénégalais de décider que tel peut être candidat à travers le parrainage, bien entendu. Et à partir de ce moment-là, on va choisir parmi ceux qui sont choisis. Parce qu'il y aura deux choix. D'abord, ceux qui seront choisis lors du parrainage, ceux qui seront parrainés. Bon, d'après l'opposition, le parrainage abrite en son sein des pièges, etc. C'est avéré ou non, on le saura peut-être, parce qu'on n'a pas encore fait une expérience par rapport à cela. Donc, on ne saura... Cela va commencer ce 24 août. Justement. Si ma mémoire est bonne. Alice, est-ce que le parrainage ne va pas freiner certaines candidatures si on voit que voilà, y en a qui n'ont pas d'expérience politique et qui voudraient se lancer dans la course vers la présidentielle? Bon, si je prends en compte le parrainage, aujourd'hui, comme on le dit, par exemple, je peux prendre l'exemple d'un candidat aujourd'hui
avant d'avoir sa candidature aujourd'hui, pour que cette candidature soit étudiée, il faut d'abord qu'il y ait ses signatures. Donc, peut-être que c'est pour mesurer son poids électoral, aujourd'hui, pour pouvoir à l'avenir marchander quelque chose. C'est possible aussi. Parce qu'aujourd'hui, un candidat qui peut aujourd'hui rassembler ses 65 000 signatures, c'est pas rien. C'est un représentant. Voilà, tu as une représentation aujourd'hui au niveau légitime aujourd'hui qui te confère le droit, même pas le droit, mais qui te confère aujourd'hui l'audace de te présenter aujourd'hui à une élection présidentielle. Donc, est-ce que ces candidatures déclarées ne sont pas comment ça s'appelle encore aujourd'hui pour primaire pour pouvoir mesurer aujourd'hui son poids électoral de chaque candidat aujourd'hui déclaré à la présidence. Effectivement, on va quitter la politique pour parler social. Apparemment, il y a deux Sénégal, le Sénégal du pouvoir et le Sénégal de l'opposition. Le pouvoir, on passe à des inaugurations de l'Arena, d'autres infrastructures sportives, mais l'autre Sénégal, celle de l'opposition, c'est un manque criard d'eau au niveau de Dakar. Comment est-ce qu'on peut apprécier cette situation-là? Je ne dirais pas qu'il y a deux Sénégal, c'est un Sénégal pour tous. C'est le slogan, c'est le même. Dernière déclaration de politique générale. D'accord, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, bien vrai qu'il y a des problèmes et je me dis que je vais parler d'abord du pouvoir. Ce ne sont pas ces infrastructures aujourd'hui qui vont nourrir les Sénégalais. Quand tu pars sur le terrain, tu interroges une personne lambda, tu lui dis qu'on est à 7% de taux de croissance, mais il te dit que moi j'entends des milliards, les milliards je ne les vois pas dans mon bol, ou bien je ne mange pas le milliard dans mon bol. Et c'est légitime, parce qu'aujourd'hui, le père de famille qui s'élève aujourd'hui et qui se démène aujourd'hui pour amener la dépense quotidienne à la maison, ce n'est pas ce taux de croissance-là qui va nourrir la famille. Il faut amener quelque chose à la famille, la dépense quotidienne. Voilà, surtout. Et aujourd'hui, inaugurer des infrastructures, je ne dirais pas que nos autorités ont oublié le sens des priorités, mais il ne faut pas également oublier à la demande sociale, parce qu'aujourd'hui, je vais me répéter, c'est pas ces infrastructures également qui vont élire le président de la République. Aujourd'hui, moi je me dis qu'il y a un éveil qui se déjà quand tu observes comment se passent les avis que tu vois dans les réseaux sociaux et tout, aujourd'hui il y a un Sénégalais, on dirait, qui s'est réveillé aujourd'hui, qui dénonce, qui ose dénoncer et qui ose dire stop. Aujourd'hui, on a des femmes qui disent non. Aujourd'hui, les jeunes disent non. Donc, je me dis qu'il appartient au pouvoir de se réveiller aujourd'hui et de se donner aujourd'hui, de se sacrifier pour de satisfaire la demande sociale. Ça, c'est du côté du pouvoir. Du côté de l'opposition, c'est bien, ils sont dans le rôle, ils sont dans le rôle de critiquer, de dénoncer. Mais moi, je me dis qu'ils dénoncent que tant qu'il y a, quand leurs intérêts sont menacés, là, ils réagissent. Parce que le tollé qu'on a entendu sur le parrainage, le tollé qu'on a entendu sur l'organisation, c'est pas la même chose. D'ordre politique. Et c'est pas ça qui fait aujourd'hui le président. Il faut s'occuper de tout. Gouverner, tu gouvernes pour tout le monde. Tu ne gouvernes pas pour une catégorie bien définie. Ou bien tu ne gouvernes pas pour aujourd'hui des infrastructures, pour ça, mais tu gouvernes pour un tout. C'est un tout. Donc aujourd'hui, il appartient à tout le monde. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, même quand on est de l'opposition, quand on a une bonne idée, mais autant la soumettre au président, puisque tu veux, voilà, ce sera bénéfique pour tout le pays, mais tu rends service à tout le monde et tu te rends service également parce que tu gagnes des points. Effectivement, mais c'est parce qu'il y a des considérations politiques que les gens ne le font pas. La même question, est-ce qu'il y a ces deux Sénégal-là, le Sénégal de l'immigration des infrastructures et le Sénégal de l'opposition, avec ce manque d'eau au niveau de Dakar? Bon, je ne le dirai pas en ces termes, c'est-à-dire de Sénégal. Bon, on peut le voir sous cet angle, étant donné qu'on est aujourd'hui en train quand même de construire des infrastructures un peu partout. L'Arena est un exemple. L'Arena nationale, c'est une demande forte. Oui, à côté également, il ne faut pas perdre de vue qu'à l'intérieur du pays,
il y a énormément d'efforts qui ont été consentis en termes de pistes rurales, avec le Puma, en termes comment dirais-je encore, de réalisation, en tout cas du point de vue hydraulique, par exemple, il y a énormément de forages. Je vous donne juste un exemple. J'ai l'habitude de donner cet exemple-là. J'ai un frère qui est berger, qui est éleveur. Il faisait 18 km pour avoir de l'eau, oui, pour que son troupeau puisse boire. Aujourd'hui, devant chez lui, il y a un robinet. Donc celui-là, il ne dira pas que les réalisations justement. Donc c'est un bilan mitigé. D'une part, le président de la République Macky Sall et son régime, ils ont fait des efforts, mais il reste beaucoup à faire. Est-ce qu'ils ont trop communiqué par exemple, sur l'ARENA et l'arène nationale? Oui. Et c'est de côté des impacts sociaux comme la CMU et autres. Oui, justement. Il y a la CMU, il y a également la bourse familiale. La terre récemment. Oui, la bourse sociale, c'est comme ça qu'on appelle, je crois. Même si je ne suis pas parfaitement d'accord avec cette initiative-là, je suis contre. Parce que ça encourage la mendicité. L'État ne devrait pas aujourd'hui, au lieu de donner... Proposer des dons, c'est pas... Oui, ce n'est pas... C'est-à-dire que cet argent-là aurait pu servir aujourd'hui... Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de rectifier avec la terre, par exemple, la délégation à l'entrepreneuriat? Justement, ça par contre, c'est une bonne chose. C'est-à-dire aider les jeunes à travailler. Parce que ce qu'il y a dans ce pays-là, on dit tout le temps que la vie, elle est chère. C'est vrai, la vie, elle est chère. Mais ce qui existe réellement, c'est que les gens n'ont pas une capacité c'est-à-dire le pouvoir d'achat est très faible. Quand le pouvoir d'achat est très faible, il est facile que la vie... On survit. Il n'y a pas de projet d'avenir. Justement. Rien financé. Voilà, justement. Bon, le président de la République gagnerait beaucoup à quand même mettre l'accent sur un certain nombre de secteurs qui, il faut le reconnaître quand même, c'est des secteurs qui sont laissés en rade, c'est-à-dire l'éducation. L'éducation est un secteur quand même, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de 2012, hein, il faut le reconnaître aussi, ça date bien avant, justement. Justement. Mais il y a énormément d'efforts qu'il faut faire dans ce secteur-là. Le secteur de la santé également, le secteur de l'hydraulique, par exemple, Dakar manque d'eau depuis des mois. Hein. On nous dit que c'est à cause des chantiers de Diamniadio que cette eau-là... Bon, je suis tenté d'y croire, étant donné que moi, en tout cas chez moi, je n'arrive à avoir de l'eau que pendant la nuit. Peut-être que quand les chantiers s'arrêtent la nuit, les gens sont servis. Je suis tenté, je suis tenté de le croire. Mais est-ce que c'est la raison ou pas? Mais ce n'est pas normal quand même qu'une capitale... Gouverner, c'est prévoir, vous savez déjà qu'il y aurait... Très bien, très bien. Depuis 2014, il y a eu un programme d'urgence d'autosuffisance en eau, qui existe depuis 2014, mais qui n'a pas encore montré ses résultats. Où en est-on? Il faut nous expliquer le niveau d'exécution. Le niveau d'exécution. Il y a eu des forages à Pout, un peu partout pour renforcer quand même le ravitaillement ou l'approvisionnement en eau de Dakar. Où en est-on? Il y a énormément d'argent qui ont été financés dans ces projets-là. Maintenant, par rapport à Arena et toutes ces infrastructures sportives, ce n'est pas mauvais aussi. Parce que s'il n'y a pas d'infrastructure sportive... Déjà, il y a Demba Diop qui s'est effondré, Léopold Sédar Senghor qui n'existe plus que de nom, etc. C'est bien. Mais, comme l'a dit tout à l'heure aussi ma consoeur, il y a des priorités. En fait, la répartition des investissements. Justement, c'est-à-dire le problème, c'est que nous vivons dans un pays où tout est priorité. Tout est priorité. Elle a parlé tout à l'heure de la croissance. Elle existe, cette croissance de 7,9%. Elle existe, mais elle est extravertie. C'est-à-dire que notre... soutenue par le secteur tertiaire, les banques, les finances, oui, qui ne sont pas gérées par le secteur. Merci, mais c'est ça le nœud du problème. C'est-à-dire que même si cette croissance atteint aujourd'hui les 2 chiffres, comme on a l'habitude de le dire, le Sénégalais ne pourra pas le sentir. Si notre économie continue à être, dirigée par le multinational, les Marocains et les Français. Il faut que notre secteur privé national se batte. Il faut aussi, qu'elle fasse des efforts. Il faut qu'elle soit compétitive, il faut que ce secteur-là soit compétitif. Ça aussi, c'est un problème. J'ai l'impression qu'ils vont dans ce sens, parce que oui. C'est le club des investisseurs avec Babacar Ngom. Très bien, ça c'est une bonne initiative. Il faut que, avec l'accompagnement de l'État du Sénégal, que le secteur privé national puisse quand même, aujourd'hui, je ne dirais pas égaler, ce serait prétentieux de vouloir égaler les secteurs privés comme le Maroc, la France, etc. Mais
Dire que ça me permet de parler, je ne vais pas citer exactement de nom, cette querelle qui existe depuis quelque temps. Effectivement. Justement, vous voyez là où je veux en venir. Ça, c'est dû au fait que, parce que il faut que... Vous faites référence à Auchan. À Auchan. Oui, donc vous ne voulez pas le nommer. Vous voulez pas le nommer. Auchan et les commerçants sénégalais. C'est-à-dire que... Est-ce que même ce sont les commerçants sénégalais? Parce que pratiquement l'alimentaire au Sénégal, c'est pas géré par la plus grosse part est gérée par des étrangers comme oui, tout à fait. Les boutiques là, ce ne sont pas des Sénégalais. Non, ce n'est pas des Sénégalais. Ça aussi, c'est un autre problème. Pourtant, pratiquement, c'est le secteur de l'alimentation qui n'est pas entre les mains des Sénégalais. Justement. Donc, et ça, c'est un problème. Mais Auchan a permis aujourd'hui de démystifier, si je peux utiliser ce mot-là, les prix, à démystifier un certain nombre de façons de faire, c'est-à-dire la qualité du service, la qualité même des produits, la salubrité, les produits que nous consommons. Femmes au foyer. Justement. Voilà. Est-ce que la population, par rapport à ce qu'on dit, Auchan dégage, Auchan reste, quelle est la position finalement de la population sénégalaise? D'accord. Je te donne aujourd'hui un exemple très malin. Aujourd'hui, tu arrives à un marché. Je prends l'exemple de Castor, que je connais très bien. Oui, Castor, le marché Castor. Aujourd'hui, les légumes sont étalés à même le sol. Il y a l'eau des fosses septiques qui sort de là-bas et les légumes sont par terre. Maintenant, aujourd'hui, si on prend en compte l'aspect hygiène, mais aujourd'hui, est-ce que personne va acheter ces produits-là? Moi, un jour, je viens pour acheter des tomates. C'était il y a à peine 2 jours, je viens pour acheter des tomates. Là, je vois le gars, là où il a mis son étal, il y avait l'eau des fosses septiques. J'étais prête à acheter 3 kilos. J'étais prête à acheter 3 kilos, mais à la fin, j'ai acheté 500 grammes parce que... Alors qu'au niveau de Auchan, voilà, c'est bien étalé. Alors qu'au niveau de Auchan, je ne dirais pas que je vais tout acheter à Auchan, mais aujourd'hui, Auchan est venu et a mis en place aujourd'hui un système qui concurrence ces commerçants. Le commerce traditionnel. Il ne faut pas dire que le commerce... ils n'ont qu'à faire la même chose. S'aligner. Voilà, s'aligner avec Auchan. Et pour garantir... Pourquoi pas faire mieux? Et faire mieux. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'on nous dise que non, parce que Auchan vend même le poisson séché. Auchan vend le poisson séché, mais vend le poisson séché, mais dans de très bonnes conditions. Il a vendu depuis de très longtemps. Il nous impose le prix, il nous impose l'insalubrité, il nous impose tout. Et nous, on accepte. Mais aujourd'hui, Auchan est venu nous proposer une autre chose, mieux que ce qu'ils proposent nos commerçants. Ils n'ont qu'à faire mieux avec Auchan. Maintenant, excuse-moi, mais je vais revenir concernant la DER. Voilà, moi, je me dis que le président gagnerait mieux. On a tellement de PME et de PMI qui sont là. Et qui sont dans d'énormes difficultés. Aujourd'hui, prendre ces 10 milliards, c'est 10 milliards, non? Oui, 10 milliards. Prendre 10 milliards et donner... la première tranche. Mais la première tranche et donner à de nouvelles PME qui vont encore... connaître des voilà, aujourd'hui, prendre ces 10 milliards et rebooster ces PMI et PME qui sont déjà là et qui vont recruter du personnel. Je me dis que c'était plus bon, je dirais pas que c'était plus commode, mais c'est une idée parmi tant d'autres. Aujourd'hui, soutenir les PME qui sont là et qui souffrent. Parce qu'ils vont repartir, ceux qui ont reçu l'argent là, ils repartent à zéro. Alors qu'il y a déjà des PMI et des PME qui sont là, ils gagneraient mieux à investir sur ça. Et aujourd'hui, leur imposer des normes et leur imposer également aujourd'hui, par exemple, un recrutement les encadrer, voilà, les encadrer pour qu'elles puissent, pour que ces PME voilà. Je pense qu'on est à terme de l'émission. Le dernier mot, par exemple, pour ce premier numéro, vous avez accepté d'être mes cobayes pour ce premier numéro du débat de reporter, Alice et Maud Laminka. Le dernier mot. Le dernier mot, c'est un mot d'encouragement pour cette initiative. C'est le premier numéro. J'espère que nous reviendrons ici pour le 100e numéro, s'il plaît à Dieu, dans de meilleures conditions, etc., etc. En tout cas, je t'encourage, je te félicite. Je connais ton courage, je connais ta passion pour ce métier-là. Et quand quelque chose est guidé par la passion, il n'y a pas de crainte. C'est quelque chose qui est voué, comment dirais-je encore, au succès. Donc du coup, je te félicite. Je félicite également ma consoeur Alice Diba pour en tout cas le niveau de ses interventions.
Merci en tout cas et merci également à ceux qui nous suivent. Effectivement. Alice, le dernier mot. Bon, connaissant ton abnégation, vraiment, je ne fais que rejoindre mon confrère et te souhaite bon vent. Et c'est un courage aujourd'hui de dire que je vais travailler avec mes propres moyens. Et aujourd'hui de dire que je vais travailler aujourd'hui avec les reporters. Parce que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, peut-être que les gens se tournent plus vers nos mentors. Aujourd'hui, quand on a un invité ou bien quand on va inviter, ce sont les mêmes noms qui reviennent chaque jour. Aujourd'hui, prendre le courage et de dire que moi, je viens inviter des reporters, je pense que c'est une chose à saluer et je t'encourage vraiment à, comme l'a dit Lamine, pour qu'on revienne ici pour un 5e numéro ou bien plus vraiment. Je te remercie également de l'invitation. Je remercie également mon confrère qui a été très pertinent, très pertinent. Voilà, comme d'habitude. Donc, ça fait toujours plaisir de voir des gens comme ça. Et bon, aujourd'hui, dans les analyses qu'ils font comme ça, donc on a de la matière qui est là, donc il suffit de nous encourager, de nous soutenir pour qu'on puisse s'en sortir. Effectivement. Et en tout cas, merci à vous, comme je l'ai dit, Momo Laminka et Alice Djiba d'avoir été mes invités sur ce premier numéro de débat de reporters. Vous avez constaté qu'il y a de la matière, des reporters qui ont analysé la situation politique, économique et sociale du pays pendant plus de 20 minutes. C'était sur Nouvelle Actu. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour notre numéro de débat de reporters.